Vous êtes une faiseuse de rêves, on peut le dire, puisque vous ouvrez les portes des mondes merveilleux grâce à vos livres. Mais vous êtes aussi, semblerait-il, la reine des gâteaux. Vous faites de votre imagination une réalité. Est-ce que cet esprit merveilleusement foisonnant était déjà très présent chez vous, enfant? Oui, j'ai toujours eu beaucoup trop d'imagination, au point qu'on ne savait pas trop quoi en faire ni où le mettre. Donc oui, depuis toute petite, j'inventais des histoires, je les racontais, j'inventais des chansons. J'ai commencé à écrire, j'avais même pas 12 ans, je crois. Donc oui, ça a toujours été comme ça. Et puis j'étais l'archétype parfait de ces personnes qui ont des amis imaginaires, un monde imaginaire et qui vivent partout sauf à l'endroit où ils sont juste là maintenant. Quel était ce monde imaginaire que vous aimiez créer, dans lequel vous aimiez aller vous retrouver, vous réfugier? Alors là, j'ai un peu peur que ça fasse cliché. Pas du tout. Alors le château, la princesse, les licornes dans une... Quand je faisais des cauchemars, j'imaginais qu'il y avait un beau cheval blanc qui débarquait sans le prince charmant, je tiens à le préciser. Et donc ce cheval blanc arrivait au galop, emmenait mes cauchemars et tout allait bien. Qu'est-ce qui vous plaisait dans le fait de nourrir cet imaginaire en racontant des histoires, en inventant des histoires, en inventant des personnages, des amis imaginaires? En fait, j'y ai jamais pensé. C'était juste là. En fait, j'ai jamais inventé sciemment ou exprès. Dès que je regarde quelque chose, dès que je bouge, dès que je vois quelqu'un, ou que je sois n'importe où, il suffit que quelqu'un bouge, dise quelque chose et j'ai une histoire qui vient dans la tête. Donc en fait, j'ai jamais fait exprès. Il y avait toujours ce côté très naturel et très intuitif, en fait. Oui, exactement. Vous disiez au départ que la première histoire que vous avez écrite, vous l'avez écrite à 12 ans. Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire? Non, parce qu'en fait, moi, j'ai toujours écrit. Je me rappelle que la première fois où j'ai essayé d'écrire pour quelqu'un, c'était pour un concours quand j'avais 17 ans. Je faisais mes études et puis j'étais vraiment tombée, je sais même pas comment j'étais tombée dessus parce qu'il n'y avait pas internet, il n'y avait pas tout ça. Et puis je m'étais dit tiens ça peut être rigolo et j'avais écrit cette nouvelle, puis j'avais été sélectionnée, c'était super, puis j'étais partie en stage d'écriture pendant une semaine avec des prix Goncourt, des prix Renaudot, j'avais rien compris à ce qui m'était tombé dessus et ce jour-là c'était Noël, c'était vraiment Noël, en plus ça tombait sur mon anniversaire. Mais avant ça, je sais pas, je sais que je dessinais beaucoup, j'écrivais beaucoup de poèmes comme beaucoup d'ados. Oui, c'était peut-être beaucoup des poèmes en fait au début. Je viens d'une famille où on était 3 filles, donc 3 sœurs. Moi j'étais celle qui est coincée entre les 2 autres. Donc du coup j'étais beaucoup en retrait avec mes livres, etc. parce que ça faisait trop d'agitation pour moi et puis j'étais bien dans mon monde, donc voilà. Est-ce qu'à ce moment-là vous disiez ce monde-là peut devenir une réalité? Vous répondez à un concours, une écriture, est-ce que je pourrais un jour vivre de ma plume? Est-ce que j'ai envie de devenir écrivaine, auteur? Alors oui, depuis que j'avais 12 ans, c'était très clair, je voulais être journaliste ou écrivain. Et puis mes parents m'ont dit, écoute, laisse tomber, c'est pas possible, t'en vivras pas, et c'est très compétitif. Je me suis dit, bon, on me dit que je laisse tomber, j'étais assez obéissante à l'époque, donc j'ai laissé tomber en fait. Je me suis pas posé plus de questions que ça, je me suis dit jamais je serai journaliste, jamais je serai écrivain. Et puis j'ai fait mes études et c'est vraiment l'écriture qui est venu me chercher avec ce concours et puis avec les années d'après. Quelle voie avez-vous choisi à la place du journalisme et de l'écriture? Finance internationale. Ah oui, c'est un peu différent. Oui, mais je suis un petit peu touche à tout. J'ai habité au Japon, c'est encore une longue histoire, mais enfin bref, j'ai habité au Japon, j'ai beaucoup voyagé. Et puis j'arrivais à faire un petit peu tout. En fait, au début, j'étais partie sur du marketing. Puis quand j'ai compris ce qu'était le marketing, je me suis dit non, mais c'est vraiment pas pour moi. L'idée du marketing ne me plaisait pas. Donc j'ai fait de la finance internationale. Je suis partie au Japon. Puis quand je suis revenue, j'ai fait de la fiscalité américaine. C'était super. Après avoir fait un petit détour par assistante commerciale en allemand parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver quelqu'un qui parle allemand. Donc je me suis dit, bon, moi je peux essayer, donc j'ai fait ça. Enfin... Qu'est-ce qui vous a plu dans ces différentes expériences, dans ce côté un peu touche à tout, de partir à la découverte du monde? Ce qui est extraordinaire quand on part ailleurs, c'est qu'on est libre, on est juste nous-mêmes, on n'a pas la famille, on n'a pas les conventions, on n'a pas tout ce qu'on est censé être, etc. Donc fabuleux. Et puis on rencontre plein de gens. Et moi j'adore rencontrer les gens. C'est vraiment...
je trouve intéressant, les gens ils sont toujours intéressants. Puis partir dans un pays où on ne parle pas votre langue, c'est juste génial. Parce que vous devez vraiment vous immerger, vous mettre dans leur culture, faire comme eux. Et puis moi j'ai eu de la chance parce que j'ai rencontré des... là en l'occurrence c'était des Japonais qui étaient super sympas, donc ils m'ont emmené partout avec eux. Donc j'ai fait des vacances avec eux, toutes les fêtes traditionnelles. Ils m'ont offert un yukata, alors j'étais habillée à la japonaise, c'était juste génial. Vous parliez de cette sorte d'esprit de liberté, de pouvoir vous reconnecter à vous-même. Qui était cette nouvelle Philippine par rapport à celle qu'elle avait été avant? En fait, pour être très très franche, un peu la même, hein, parce que j'ai jamais été très douée pour rester un peu dans le moule, dans le cadre. Je suis un petit peu l'excentrique de la famille. Mais disons que je me suis vraiment révélée à mon plein potentiel, de savoir que quoi que je fasse, personne n'allait s'inquiéter. C'était surtout ça, en fait, le côté libérant de se dire, bon, ben, il n'y a que moi, personne qui s'inquiète pour moi, personne dont je dois m'occuper, personne dont je dois me soucier parce que je suis toute seule. Mais en réalité, au niveau de qui je suis, j'ai toujours été assez fermement ancrée dans qui je suis, donc ça n'a pas changé grand-chose. C'est juste que c'était plus visible. Cette excentricité qui vous nourrit, que vous décrivez en partie, comment est-ce que finalement elle s'est imposée au point que l'écriture fasse partie d'une forme d'excentricité dans votre vie? Je pense que les gens ne se rendent pas forcément compte que je suis un petit peu excentrique, que je vivrais volontiers 2 ou 3 siècles en arrière. Ils savent juste que je déteste la technologie, que je ne suis pas copine avec mon téléphone portable. Quand j'ai une voiture, j'aime bien la garder le plus longtemps possible jusqu'à qu'elle meure, parce que rien que l'idée de devoir me faire à tous les nouveaux gadgets qui font sortir tous les ans, ça m'insupporte. Donc ça, ils savent. Mais sinon, je pense que je passe pour assez normale. C'est une couverture. Non, mais après, pour l'écriture, j'ai toujours continué à écrire, mais je travaillais, j'ai eu des enfants. Et puis, en fait, je me suis bizarrement, alors que je pensais que ça allait être un carcan sur ma vie d'avoir des enfants, j'espère qu'ils ne vont pas regarder la vidéo. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça avait un côté aussi libérant, parce qu'avec les enfants, on peut vraiment faire les idiots, et puis c'est normal parce qu'ils trouvent ça rigolo. On n'est pas obligé d'être toujours sérieux, de faire attention à tout ce qu'on dit, comme avec les adultes, parce que tout de suite ils vous disent « Oh mon Dieu, elle a vraiment dit ça !» Oui, elle a vraiment dit ça. Et puis du coup, là, j'ai commencé à raconter des histoires à ma grande, qui maintenant a 12 ans et demi. Et puis elle aimait pas les livres hein, tels quels, enfin elle aimait les livres, mais elle préférait les histoires sans livre. À la bouche. Ah ouais, mais alors il fallait que j'en invente une tous les soirs. Ah, ça nourrit, ça stimule. Ah oui, alors du coup, c'est là où vraiment... En fait, c'est elle qui m'a remise dedans, parce que depuis des années où je travaillais pour des multinationales, donc je faisais des journées mais à rallonge, puis ça me convenait bien, mais c'est vrai que du coup, ça a complètement changé de rythme, et puis j'ai dû en fait me reconnecter avec... je veux dire, la gamine qui était en moi, c'était même pas l'enfant, vraiment la gamine. Oui. Et puis ça, c'était super, parce que les soirs où j'étais pas trop épuisée, de pouvoir justement imaginer des histoires pour elle et de se dire, ok, qu'est-ce qu'elle aime, donc qu'est-ce que je vais lui inventer comme histoire qui pour elle soit magique. Ça, c'était chouette, je dois dire. Ça a recommencé comme ça. Oui, parce que vous disiez, vous continuiez d'écrire, oui. Donc qu'est-ce que vous continuiez d'écrire avant que cette sorte de fibre jeunesse vous touche? Alors des romans adultes en fait, que je n'ai jamais envoyés nulle part, que j'ai jamais publiés, qui sont toujours en train de te prendre la poussière électronique dans mon ordinateur. Mais en fait, dès que j'avais une minute, j'écrivais pour moi en fait. Parce que, si vous voulez, je ne sais pas si c'est comme ça pour les autres, mais en tout cas, pour moi, quand j'ai une histoire qui se met dans ma tête, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup. Alors, il y en a qui passent, puis je les oublie. Non, je me dis, ah, ça c'est rigolo, j'aime bien cette histoire. Alors, j'écris dans un petit carnet les idées, mais c'est très, très sommaire. Et puis, il y a celles qui ne veulent pas s'en aller. Et celles-là, littéralement... c'est pas que c'est obsessionnel, mais c'est un peu comme si on se faisait un peu... stalker en anglais. Harcelé. Harcelé, c'est ça, par une histoire qui est sans arrêt dans votre tête, puis vous pouvez pas penser à grand chose d'autre. Et celles-là, le seul moyen de s'en débarrasser, c'est de les écrire. Parce qu'une fois qu'elles étaient écrites, je pouvais les oublier. Mais c'est un peu bête parce que j'en ai rien fait, quoi. Mais qu'est-ce qui fait justement qu'à un moment donné, vous avez fait quelque chose? J'ai rencontré mon éditrice complètement par hasard. Parce que ma mère était prof à l'époque, et puis elle était allée à une conférence où cette éditrice avait demandé des relecteurs. À l'époque, j'avais eu 2 enfants, j'avais arrêté de travailler pour des questions de planning ingérable entre mon mari et moi et les enfants. Et du coup,
elle m'a appelée en me disant « Écoute, j'ai rencontré cette éditrice, elle a besoin de personnes qui sont capables de relire ses livres, ou enfin je me rappelle même plus ce qu'elle avait besoin de relire à l'époque, ça t'intéresserait, tu devrais la contacter. » Ma mère, elle a toujours plein de bonnes idées, enfin comme toutes les mères, tu devrais faire ça, tu devrais dire ça, voilà. Donc je lui ai dit « Oui maman », elle m'a envoyé les coordonnées et puis je les ai laissées dans ma boîte email pendant plus d'1 année. Et puis quand j'ai eu 40 ans, donc il y a 2 ans maintenant. On ne fait pas forcément toujours des fêtes, en tout cas pas ma fête d'anniversaire, j'organise tous celle des autres, mais la mienne jamais. Et puis là je me suis dit, bon, j'ai envie de faire une fête pour moi, voilà, j'ai envie qu'on s'amuse, c'est tout ça. Et donc j'ai organisé cette fête d'anniversaire, mais le problème c'est que pendant 6 mois avant, tout le monde a passé son temps à me dire qu'est-ce que tu voudrais pour ton anniversaire. Et puis j'étais là, mais rien, j'ai besoin de rien, je veux juste qu'on fasse la fête, qu'on s'amuse, enfin voilà quoi. Et puis à force qu'on me pose la question, au bout de 2-3 mois, ça a quand même commencé à faire un peu son chemin dans ma tête. Puis je me suis dit, mais en fait, ils n'ont pas tort. Sachant que j'ai tous... Franchement, j'ai besoin de rien, je suis très heureuse. Mais si je pouvais avoir quelque chose vraiment qui me tienne à cœur, qui me fasse plaisir, qu'est-ce que ça serait? Et puis, c'était tellement évident, je voudrais être écrivain, je voudrais publier un livre. Et puis, c'était l'évidence, parce que ça faisait... presque 30 ans que je voulais le faire, puis que j'avais mis ça de côté parce que c'était pas possible, hein, forcément. J'en ai parlé à mon mari qui, lui, ça faisait plus de 10 ans qu'il me disait « mais envoie tes histoires, fais quelque chose, je sais pas, propose-les ». Puis je lui disais « mais ce n'est pas possible, hein, jamais elles seront publiées, il y a trop de gens qui veulent écrire des bouquins ». Et donc j'ai ressorti la carte, enfin l'adresse de mon éditrice. Je lui ai écrit un email que j'ai laissé de côté encore 3 mois parce que j'arrivais juste pas à appuyer sur « envoyer ». Voilà, ça s'appelle un blocage psychologique. Léger. Ah mais complètement. Et puis au bout de 3 mois, je crois, ou 6 mois, enfin au bout de plusieurs mois, je l'ai envoyée. Et puis elle m'a répondu. Et puis elle m'a demandé pour me rencontrer. Donc pas pour écrire un livre, pour relire ses livres en plus. Et puis le jour où je l'ai rencontrée, elle m'a dit « mais vous écrivez pas des livres ?» Et puis je lui ai dit « ben si, ça vous embête de me les envoyer ?» Non. Et puis c'est parti de là en fait. Elle m'a dit, je sais pas ce qu'on va publier avec toi, mais on va publier quelque chose avec toi. Moi, je veux travailler avec toi. J'étais là, ok, génial. Et puis c'est parti comme ça. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand il y a eu cette première reconnaissance? Je sautais partout en disant, c'est génial, c'est génial, c'est génial, je suis contente, je suis contente. Et pendant 3 jours, mais non-stop. Donc les enfants me marient, c'est bon, on a compris, t'es contente, c'est bon, on a compris. Et puis en même temps, cette espèce de sentiment de se dire, oh, quand elle va réaliser que je suis pas un vrai écrivain, elle va se rendre compte qu'elle a fait une erreur énorme. Ça va être la honte de ma vie. Donc c'était les 2 choses en même temps. Vous disiez écrire surtout au départ des romans adultes. Et puis est venue l'écriture pour les plus jeunes, grâce notamment aux histoires que vous racontiez à la bouche pour votre fille. Qu'est-ce qui vous plaît dans la littérature jeunesse? C'est différent en fait. J'aime l'écriture jeunesse comme j'aime écrire mes histoires. Après, c'est beaucoup plus rapide d'écrire une histoire pour les enfants que pour les adultes. Mais c'est complètement différent. C'est pas le même monde. Il faut toujours que je fasse très très attention parce que j'ai un vocabulaire souvent trop compliqué. J'écris comme je pense et comme j'écris, puis après on simplifie un petit peu. Mais c'est juste différent. Je dirais pas que je préfère l'un ou l'autre. En plus, au niveau publication, j'ai que de la jeunesse. Donc... Je sais pas si les adultes aimeraient me lire, je n'ai pas encore testé. Elle vient d'où l'inspiration? Alors vous parliez d'intuition, de naturel. Alors il y a Marguerite et il y a les autres. Parce que Marguerite, c'est assez différent. C'est des romans historiques, donc là je suis obligée de m'appuyer vraiment sur l'histoire. Bon, quand je dis obligée, c'est pas la corvée parce que j'adore ça. mais c'est vrai que pour Marguerite, l'idée elle me vient en général comme ça. Et puis ensuite, je sais d'où je pars. Je sais plus ou moins où je veux arriver et tout ce qu'il y a entre les deux, c'est un petit peu comme ça va venir. Et donc, je regarde en général la période précise sur laquelle j'écris. Donc, je suis devenue incollable sur Madame de Staël parce que j'adore la personne qu'elle était. Et puis, à partir de là, je me dis, ok, il y a ça qui s'est passé à peu près à ce moment-là, ça m'intéresse, ça pas du tout, ça j'ai envie que les enfants le découvrent. Et puis en fait, à partir de là, ça se met un peu en place tout seul. Moi j'ai un chien, donc je le promène tous les jours. Et puis il est très pratique parce qu'il adore,
Il adore courir, moi j'adore marcher. Et puis quand je le promène, en général, je suis toute seule. Donc à nouveau, ça me permet vraiment d'inventer mes histoires. Je sais qu'il y a des écrivains qui font un plan et c'est tout déjà, c'est tout très, très carré. Alors moi, pas du tout. Quand j'écris, c'est un peu comme si je regardais la télé, en fait. Ça vient tout seul. Je vois les images dans ma tête, mais c'est pour ça que j'ai besoin d'être seule. Parce qu'il faut que je me mette dans ma bulle. Et en fait, j'écris tout ce que je vois, en fait. Et puis en général... si j'ai un doute ou n'importe, je vais sortir le chien. Et puis là, c'est un peu comme si je me baladais dans un manoir, puis que j'ouvrais les portes. Puis je dis, alors, qu'est-ce qu'ils font là? Si j'ouvre cette porte, ah ouais, mais non. S'ils font ça, ouais, ça c'est pas mal. Et s'ils font ça, c'est bien aussi, mais... Et puis, etc. Et en fait, je fignole au fur et à mesure en me baladant. Et puis quand je rentre, j'ai plus qu'à l'écrire. Qui est Marguerite et pourquoi Madame de Staël? Alors, Madame de Staël, ça partait un peu... c'est le personnage, entre guillemets, féminin, historique, suisse, que tout le monde connaît. Enfin, je dis tout le monde connaît, et en fait pas du tout, parce que beaucoup de gens ne la connaissent pas. Tout le monde connaît son nom. Donc c'était, pas un peu comme une évidence, mais c'était vraiment un vrai désir de faire connaître la personne qu'elle était. Parce que moi, on me disait, tu connais Madame de Staël? Oui, pas de problème, je connais le nom. Qu'est-ce qu'elle écrit? Ah là, ça se complique. Et puis, qu'est-ce qu'elle pensait? Alors, ça, c'est bon. Mais l'idée, c'était vraiment de se dire... pour les enfants, si on leur dit Madame de Staël, ils vont se dire quoi? Est-ce qu'elle était gentille, méchante, stricte, sévère? Est-ce qu'elle avait des enfants? Comment elle vivait, etc. Parce qu'elle était incroyablement généreuse. Enfin, plus vous en apprenez sur elle, plus vous tombez amoureuse. Franchement, moi je suis tombée sous le charme. Et puis Marguerite, elle est complètement fictive. L'idée, c'était vraiment d'avoir un personnage qui, justement enfantin, qui puisse être avec Madame de Staël. Donc, elle a été créée de toutes pièces. Elle prend un peu elle a des traits de caractère de mes enfants, forcément, parce que j'ai des bons sujets d'études chez moi. Madame de Staël, elle, vivait très peu avec ses propres enfants. Ça, c'est la réalité des choses. Donc, comment est-ce qu'elle pourrait se retrouver avec une enfant de 11 ans, entre guillemets, sur les bras? Comment est-ce que ça pourrait être possible et réaliste? Parce que pour moi, c'est très très important que les choses soient possibles et réalistes, qu'elles aient pu vraiment se passer. Et la plupart des anecdotes qui sont dans les livres sont réelles, les dates sont réelles, etc. Ça me tient à cœur, je dois dire. Et Madame de Staël était très très généreuse avec ses amis et avec ses ennemis. C'est quelque chose que j'adore. Et dans le premier livre, elle se fait trahir, il y a un espion dans le château. Et puis, quand finalement elle le démasque, ou plutôt Marguerite le démasque pour elle, elle va... au lieu de le mettre dehors, de le licencier, de ruiner sa vie, elle va lui pardonner. Et c'est des choses que les adultes qui ont lu le livre ont été très très étonnés en disant mais il part pas en prison, puis les enfants aussi, il part pas en prison, il se fait pas décapiter, non, alors il garde la tête sur les épaules, il reste en place. Et puis je leur disais mais en fait dans la réalité, si vous lisez vraiment la vie de Madame de Staël, elle était très généreuse et elle a aidé un nombre de ses amis et de ses ennemis incroyables. Et je pense qu'en réalité, elle aurait vraiment pardonné. Elle aurait dit, tout le monde fait des erreurs, donc on essaie juste de ne pas en faire une deuxième, quoi. Qu'est-ce qui vous plaît avec l'idée de retravailler, de réimaginer l'histoire, tout en gardant une vraie part de réalisme, vous le disiez, et d'apporter ça aux enfants? Que ça soit intéressant, que ça puisse plaire à tous les enfants. Et pas juste à ceux qui sont passionnés par les livres et pas juste ceux qui sont passionnés d'histoire. Parce que le roman historique, c'est quand même... c'est quand même spécifique, il y a un vocabulaire qui n'est pas à la portée de tout le monde. Ce qui me plaît beaucoup, c'est de vraiment pouvoir amener tout ça et le rendre vivant pour eux et de se dire, ben voilà, ça leur aura appris quelque chose, ça les aura peut-être intéressés pour quelque chose où, comme ça, de prime abord, ils auraient dit, ah non, mais vraiment, c'est du passé, ça ne nous intéresse pas, c'est périmé. Et là, de se dire, ben voilà, ils peuvent, s'ils vont à Coppet, s'ils vont visiter le château, au lieu de voir peut-être une visite un peu aride et puis des pièces vides, ils vont se dire, ah oui, là, elle est passée, elle a fait ça, ici, il s'est passé ça c'était les écuries. Ça rend l'histoire vivante et moi c'est ce qui me plaît. On sent votre passion pour l'histoire. J'ai beaucoup de mal à la brider. Non, mais c'est très bien. Mais... Non, mais c'est touchant et on voit en fait votre envie de partager cette passion du coup, avec les plus jeunes et de les inspirer peut-être à regarder un petit peu autrement. Ce qui pour certains aujourd'hui, avec vous parlez de technologie au départ, peut paraître un peu désuet. Et ben en fait, qu'est-ce qui vous touche tant dans ce passé, dans cette histoire, finalement vous habite encore à ce point? Oui.
Je pense que c'est la beauté, en fait, de la période, de l'histoire avec un grand H. Hein, parce qu'il y a eu plein de moments dans l'histoire qui étaient ni beaux, ni agréables. Je pense que si j'étais vraiment née, disons, il y a 2 siècles, je l'aurais sûrement beaucoup regretté. Mais c'est vraiment le côté beauté, temps de vivre, faire peut-être moins de choses, mais mieux. C'est toutes ces choses-là qui, moi, me parlent beaucoup. Et puis le fait que les gens avaient le temps d'écrire des lettres et de réfléchir et de penser. Alors bien sûr, il y avait aussi ceux qui passaient leur journée au champ et puis qui travaillaient dur. Mais même ces gens-là, quand le soleil se couchait, ils étaient chez eux, ils faisaient des veillées. Hein. Et puis ils se racontaient des histoires. Et puis c'est tout ce côté un petit peu... je veux dire social, je ne sais même pas si c'est le bon mot, mais c'est vraiment une vie plus lente et puis où on avait le temps d'être avec les autres et vraiment avec les autres, pas juste à travers un écran, salut, t'es où, machin. Ouais. C'est ça qui me plaît beaucoup en fait. Et puis je trouve très riche, je trouve passionnant. C'est le fait aussi peut-être qu'on connaît moins parce que c'est plus loin. Je sais pas, tout me plaît en fait. Et ça, c'est quelque chose que vous amenez aux enfants? Vous allez leur parler, vous allez leur raconter ça aussi? Oui, tout à fait. Alors, je vais beaucoup dans des ateliers, dans les écoles, etc. En général, d'ailleurs, j'emmène ma robe 18e, qui fait toujours beaucoup d'effet. Et puis, je leur amène des objets d'époque. Moi, étant une amoureuse de l'histoire, j'ai beaucoup d'objets anciens à la maison. Donc j'ai des vieux éventails en plumes de trucs ou de machins, brodés avec des perles. J'ai un écritoire de voyage qui est assez pratique à emmener. La fameuse montre de Marguerite qu'on voit qu'elle a toujours. En fait, j'en ai une un petit peu comme ça. Donc je leur amène, je leur dis pas voilà, la montre de Marguerite, elle était comme ça. Mais tout le fait de leur amener des choses concrètes, hein, ça rend l'histoire avec un grand H justement concrète et ça permet d'expliquer comment est-ce que les gens vivaient, qu'est-ce qui était différent, la place des femmes aussi. Alors j'essaie de pas trop m'étendre là-dessus parce que sinon on m'arrête plus, mais la place des enfants, ça leur, pour eux, ils ont beaucoup de mal à comprendre qu'à l'époque, les enfants ne mangeaient pas forcément avec leurs parents, et puis surtout qu'ils n'ouvraient pas la bouche, qu'on ne les entendait pas, parce que... Et il me regarde, il fait « Non, je suis si. » Si. Donc c'est intéressant. Hein. Quels sont les retours des enfants que vous avez quand vous partagez ça, et puis même par rapport à vos deux ouvrages qui sont sortis maintenant sur Marguerite et Madame de Staël? Alors j'ai de la chance parce qu'en général j'ai des bons retours. Alors soit c'est que ceux qui n'aiment pas ils disent rien, mais en général c'est assez enthousiaste et puis je pense qu'ils aiment le fait de voir les choses différemment et d'apprendre des choses, mais c'est pas apprendre pour apprendre, c'est plutôt de s'amuser et de découvrir des nouvelles choses. Donc en général, c'est plutôt très enthousiaste. Puis après, je reçois des dessins, puis des petits mots, j'adore ça. Est-ce que ça vous donne l'impression d'être une vraie écrivaine aujourd'hui? Non, j'ai toujours le syndrome de l'imposteur, alors complètement. Mais c'est vrai qu'à force d'avoir des gens qui me disent « mais on a adoré ce bouquin », puis là, quand le deuxième est sorti il y a 2 semaines, je me disais « oh, mais peut-être que tout le monde va détester ce livre », puis ils vont se dire « en fait, le premier, il était pas mal, mais le deuxième, finalement... » Et puis là, je commence à avoir des messages qui me disent « ah, on est en train de le lire, c'est génial », je me dis « non, alors finalement, ils aiment aussi ». Donc je me dis que peut-être dans une petite quinzaine d'années, je vous dirai « non, mais à l'aise, pas de problème ». Il y a une partie de moi qui dit oui, clairement, c'est ce que je suis, c'est ce que j'ai toujours voulu faire et c'est tellement naturel. Puis l'autre qui se dit, t'as quand même vraiment beaucoup de chance. Donc voilà. Quand vous regardez et vous pensez à Marguerite et Madame de Staël, à ces personnages qui existent dans vos pages, qu'ils aient été réels ou pas, quel rapport, quelle relation est-ce que vous avez avec eux? Est-ce que c'est facile de les laisser partir dans un livre une fois qu'il est publié? Oui. Alors j'ai pas du tout ce souci. Une fois que je finis l'histoire, elle part, elle vit sa vie. Bon, il faut dire aussi qu'après il y a encore beaucoup de travail. Là, le livre qui vient de sortir, moi je l'ai fini il y a presque 1 année en fait. Et donc en fait le temps qu'après ça soit illustré, sachant que je dois aussi fournir tous les modèles pour les robes, pour les voitures, pour tous les objets, tout ce qui est représenté, en fait je fournis des modèles. Donc en fait, il y a énormément d'heures de recherche. Même quand on a fini, on n'a pas tout à fait fini. Et puis en général, derrière, je commence tout de suite un autre livre. Donc j'ai pas tellement le temps de me dire... j'ai pas trop le temps d'y penser. En fait, une fois qu'il est fait, je me dis « ah, ça c'est chouette, j'ai hâte de l'avoir dans les mains, en vrai. Oui. » Et c'est tout. En fait, je me pose pas beaucoup de questions.
Vous les aimez, vos personnages? C'est un peu vos compagnes de voyage? Oui, je les aime énormément. Et bon, comme tous les personnages, une fois qu'on les a créés, ils prennent un petit peu leur propre vie. Hein. Ça, c'est évident. Vous savez, quand je suis dans mes balades, puis que je me dis, est-ce qu'il va faire ça? Est-ce qu'il va faire ça? Qu'est-ce qui va se passer? Je me dis, là, j'avais prévu de faire ça, mais je le vois juste pas le faire. Ouais. Et puis des fois, des choses que moi, des évolutions d'histoire, je pensais que j'allais les emmener à un endroit, puis en fait, ça prend un tour complètement différent, parce que je me dis non, mais ça n'a pas de sens, c'est pas logique avec mon personnage. Mais non, je les aime tous, hein, franchement. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un petit peu, ou beaucoup de Philippine dans les personnages, dans les livres que vous écrivez? Sûrement. Oui, mais je sais pas, parce que je l'ai pas fait. S'il y en a beaucoup, je l'ai pas fait consciemment. Et je pense que quand on écrit, en fait, comme entre guillemets, on se met dans un état second, c'est pas vraiment réfléchi en tant que tel. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont moi, juste parce que je l'ai écrit. Mais après, je serais bien en peine d'identifier ou de les sortir. Est-ce que vous avez l'impression qu'en intégrant de façon plus professionnelle l'écriture dans votre vie, ça vous a transformé, ça vous a permis de vous révéler vous? Ah oui, alors ça sans aucun doute. Enfin, c'est pas vraiment que ça m'a transformée, mais ça a vraiment ramené une partie de moi que j'avais, entre guillemets, oblitérée depuis pas mal d'années. Et puis c'est quelque chose... c'est quelque chose que j'aime tellement faire. Hein. C'est juste du bonheur, mais à l'état pur. Hein. Donc c'est vrai que quand... Oui, c'est vraiment ça, c'est juste du bonheur à l'état pur, c'est faire quelque chose que j'aime tellement, que j'ai voulu faire toute ma vie. Hein. De leur embarras, quoi. Et puis en plus, quand j'écris, j'ai pas la chance ou la malchance, je sais pas, de ces gens qui ont toute la journée, qui s'organisent un peu comme ils veulent. Moi, j'écris vraiment quand j'arrive à écrire, quand j'ai le temps. Alors en gros, quand j'emmène mon fils à l'escrime, il fait de l'escrime. Il adore l'histoire, il fait de l'escrime, mais j'y suis pour rien. Mais quand je l'emmène, il a 1h30 d'entraînement. Et comme j'ai pas le temps de faire l'aller-retour, ça aurait pas de sens, je prends mon ordinateur, puis pendant 1h30, j'écris. Là, mais faire ce travail, alors que c'est toute ma passion, alors c'est pas ma seule, mais c'est une partie énorme de ma vie, oui, alors c'est... Moi, je suis heureuse, je suis moi. J'ai l'impression de faire enfin quelque chose pour lequel j'étais toujours destinée, en fait. Oui. Donc, c'est bizarre de dire ça. Pas tant. Est-ce que vous pensez que là, justement, l'enfant que vous étiez, si elle vous voyait maintenant... Je serais contente. Je serais très contente de dire « Ouais, enfin !» Merci beaucoup, Philippine. Merci.